Monsieur le directeur de la Cité des Sciences et de l'Industrie, cher Bruno, chère Lorraine Daston, chers et chers étudiants, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, il était sans doute écrit que cette 43e conférence Marc Bloch serait exceptionnelle. Non seulement nous accueillons dans ce magnifique lieu une grande chercheuse, en la personne de Lorraine Daston, mais samedi dernier, il a été annoncé l'entrée de Marc Bloch au Panthéon. L'historien, l'intellectuel, le résistant, lâchement exécuté par la Gestapo en juin 1944. L'auteur du remarquable ouvrage L'étrange défaite, qui analysa l'aveuglement des élites françaises et leur responsabilité dans la défaite de 1940, remporte 80 ans plus tard la plus belle des victoires, celle de la lucidité morale, de l'honnêteté intellectuelle, du dévouement au service public. Je pense bien évidemment à sa famille, notamment Suzanne et Mathis Bloch, présents dans la salle. Je pense également à Lucien Febvre, cofondateur de la revue Les Annales, qui lui rendit un bouleversant hommage peu après sa mort avec des mots particulièrement émouvants, et je cite Lucien Febvre. « Je reste là maintenant, comme un arbre que la foudre a dépouillé d'une moitié de ses branches. Tant pis. Je dis le mot que lui-même eût dit si nos destins eussent été intervertis. Plus que jamais, les annales continuent. Ces annales auxquelles, jusqu'à son dernier jour de liberté, Marc Bloch n'a pas cessé de penser et de travailler, dérobant à son labeur harassant le temps d'écrire ses notes, ces dernières notes que je faisais passer, en dépit des censures, sous la signature de M. Fougère. Les annales continuent. Tant qu'elles dureront, quelque chose de Marc Bloch demeurera parmi nous, vivant, agissant, fécond. » Ces derniers mots de Lucien Febvre, vivant, agissant, fécond, résonnent sans doute particulièrement pour Lorraine Daston, qui a beaucoup travaillé sur la naturalisation de l'ordre social et des relations humaines. Sans nul doute aussi, cette vie exemplaire de Marc Bloch n'est pas sans lien avec son propos du jour autour de la communauté scientifique. Comme il le vécut lui-même pendant la Seconde Guerre mondiale, des pans entiers du monde scientifique se sont effondrés, puis progressivement recomposés dans l'optimisme scientifique des années d'après-guerre. L'exil de savants juifs européens vers les États-Unis transforma profondément et durablement les centres de gravité de la vie intellectuelle et scientifique mondiale. Ces exils nous rappellent la grande fragilité de nos conditions matérielles de travail. La bibliothèque de Marc Bloch fut saisie par les nazis et Lucien Febvre précise « empaquetée soigneusement, mise en caisse, déménagée jusqu'au dernier livre ». Les scientifiques ne sont pas en dehors du monde, ne vivent pas dans les tours d'ivoire, ne sont pas épargnés par les effondrements moraux et politiques de nos sociétés. S'ils ont la naïveté de le croire, l'histoire leur rappellera que les étranges défaites ne sont jamais bien loin. Les sciences, les scientifiques, les communautés, leurs fabriques sociales et politiques, les renversements de paradigmes et de légitimité intellectuelle, tous ces éléments sont au cœur de l'œuvre de Lorraine Daston que nous accueillons ce jour. Tout au long de sa carrière, de l'Institut Max Planck à l'Université de Chicago, elle n'a eu de cesse de réfléchir aux conditions de production et de légitimation des savoirs, en puisant dans la longue durée historique des éléments pour comprendre et mesurer nos pratiques scientifiques. Dans le livre écrit avec Peter Galison, Objectivité, elle nous rappelle l'évolution des régimes d'objectivité et celle des normes qui gouvernent la bonne manière de voir et représenter les objets de travail de la science. Dans son essai d'anthropologie philosophique, autour de la naturalisation des normes contre nature, elle nous invite à une traversée scientifique dans l'évolution des conceptions de la nature et ses conséquences pour les modèles scientifiques. Enfin, dans son stimulant Rivals, As Scientists Learn to Cooperate, elle réfléchit à la singularité de la gouvernance scientifique et aux normes d'intégrité de la science. Les hypothèses et les questionnements de Lorraine Daston résonnent en chacun de vous, en chacun de nous. Doit-on chercher l'objectivité scientifique ou assumer une nécessaire part de subjectivité? Sommes-nous influencés par des modèles naturalistes dans la construction quotidienne de nos objets?
Si les régimes de validation scientifique évoluent, doit-on accepter le relativisme du potentiel interprétatif des sciences sociales? Dans une période d'accélération de la construction des données, de croissance de la désinformation et de perte de confiance dans la science, Lorraine Daston nous parle de savoir et de leur corollaire, l'ignorance. Elle les ancre dans leur diversité sociale, spatiale, politique et leur transformation historique. Chemin faisant, elle ouvre des pistes essentielles pour comprendre nos sociétés et nos démocraties. Peut-on encore parler d'une communauté scientifique mondiale aujourd'hui, unie par des valeurs et des normes communes, au-delà des concurrences nationales qui s'exacerbent chaque jour un peu plus? À l'heure où des formes de privatisation croissante de la construction des données et des savoirs apparaissent, est-il encore possible d'envisager des sciences au service de l'humanité? Comment faire face à la montée du rejet de la science et de la rationalité, du retour des émotions et d'un bon sens commun qui vaudrait, nous dit-on, tous les atlas, les encyclopédies, les traités scientifiques étudiés par Lorraine Daston? Pour le HESS qui fêtera l'an prochain ses 50 ans, ces interrogations sont cruciales pour définir notre avenir. Dans la lignée de Marc Bloch, les fondateurs de l'école avaient réagi au positivisme scientifique et à la prétention d'une accumulation mécanique des savoirs sans grand positionnement problématique. Ils avaient souvent, et à juste titre, plaidé pour des rendements décroissants des savoirs, invitant à l'inverse à des bifurcations scientifiques, à l'ouverture systématique de nouveaux chantiers et de nouvelles enquêtes. Alors que le régime scientifique dans lequel nous travaillons a profondément changé depuis 50 ans, alors que les modalités d'accumulation ont été bouleversées par la révolution numérique, alors que les révolutions scientifiques paradoxalement se raréfient, donner la parole à l'une des plus grandes historiennes des sciences est essentiel. Et je remercie très chaleureusement Lorraine Daston d'avoir accepté de prononcer cette 43e conférence Marc Bloch et de le faire dans ce lieu dédié à la science et au savoir. Je vous remercie, je la remercie. Merci beaucoup pour l'introduction tellement généreuse. Je voudrais remercier l'École des hautes études en sciences sociales pour cette invitation. C'est un grand honneur, surtout d'être ici avec vous ce soir, surtout en la présence de la famille de Marc Bloch. L'idée de communauté scientifique représente un défi pour les sciences sociales, notamment parce que ces disciplines font de cette communauté un objet d'étude, tout en revendiquant leur appartenance à celle-ci. L'expression « communauté scientifique » peine à faire sens. Pour commencer, le mot même de communauté qui renvoie à l'image rassurante de petits villages unis les uns les autres par des contacts directs et quotidiens, semble profondément inadapté à un groupe de personnes dispersées non seulement à travers les continents, mais aussi, dans certains cas, à travers les siècles. The 5 Millennium Canon of Lunar and Solar Eclipses de la NASA contient des observations astronomiques de l'ancienne Mésopotamie. Les philologues de l'Antiquité s'appuient sur une tradition d'inscription grecque et latine dont la collecte remonte au moins au XVIe siècle. En outre, les proportions de cette soi-disant communauté sont gigantesques et ne cessent de croître. L'UNESCO estime que le nombre de chercheurs dans le monde s'élève à près de 9 millions en 2021. Cela reste bien inférieur aux milliards de membres de l'Église catholique, mais la communauté scientifique
ne possède pas d'organisation centralisée comparable. Elle n'a ni pape, ni hiérarchie institutionnalisée de cardinaux, d'archevêques, des évêques, de prêtres, ni enfin de concile faisant autorité pour trancher les litiges et valider la doctrine. Au contraire, la communauté scientifique est connue pour ses violentes polémiques et sa concurrence féroce. Elle ne dispose pour limiter ses excès que de l'autorité faible et temporaire des rédacteurs en chef de revue et des responsables élus des sociétés savantes ou des labos. Ses membres, s'ils se rencontrent, ne le font que rarement et brièvement, dans des congrès ou des colloques. Alors, comment ce grand collectif, si lâche, si divisé, pourrait-il être considéré comme une communauté? Depuis lors, d'éminents chercheurs en sciences sociales ont essayé de comprendre ce qui tenait ensemble une communauté scientifique si peu communautaire. Un ethos partagé, c'était la réponse de Robert Merton. Une relation fondée sur le don, c'était la réponse de Werner Hagström. Un style de pensée ou un paradigme établi par les manuels scientifiques, ainsi Ludwig Fleck ou Thomas Kuhn. Un savoir tacite appris de manière spontanée, Michael Polanyi. Un marché économique de la crédibilité, Latour. Un réseau d'acteurs relayant des scientifiques humains et des médiateurs non humains dans une configuration stable, le Latour tardif. Un champ scientifique agonistique tenu par l'illusion nécessaire d'un ethos et le désir de reconnaissance, Pierre Bourdieu. Chacune de ces explications rend compte de certains aspects du fonctionnement de la science moderne, mais aucune d'elles ne répond de manière satisfaisante à la question posée à l'histoire. Pourquoi dit-on qu'il existe une collectivité scientifique? Comment a-t-elle été imaginée comme une communauté et par qui? Et la question historique par excellence, quand? J'aimerais, avec cette conférence, tenter de répondre à la question d'histoire. Je vais le faire en historienne, c'est-à-dire en m'appuyant sur des éléments concrets. Comment, à la fin du XIXe siècle, des scientifiques se sont-ils regroupés au sein de grandes collaborations internationales pour atteindre un objectif commun qu'aucun individu ou institution solitaire ne pouvait espérer atteindre seul? Certains de ces collectifs du passé ont échoué. Les réussites elles-mêmes ont toujours été relatives et précaires. Rien n'a changé. La concurrence interne et le poids externe de la politique et des subventions sont deux forces qui ont toujours menacé les collectivités scientifiques. C'est vrai aussi pour la communauté scientifique aujourd'hui que pour la République des lettres au XVIIIe siècle. Les différents noms donnés à ces collectifs, république, fraternité, confédération, communauté, sont significatifs et révèlent des visions différentes que l'on peut avoir de la politique de la science et de la manière dont elle devrait fonctionner. À des moments clés de l'histoire, pendant la Révolution française, après la Première Guerre mondiale, en pleine mutation numérique comme maintenant, les regroupements scientifiques passés s'effondrent et on doit en imaginer de nouveaux. Le travail de l'imagination est puissant dans l'histoire de l'existence des collectivités scientifiques
et de leur maintien aujourd'hui. Les historiens de l'État-nation moderne nous ont appris comment on fait naître, contre vent et marée, de nouvelles communautés imaginées. Une idée visionnaire de la nation peut parfois être suffisamment puissante pour supprimer les divisions de classe, d'ethnie et de religion. De telles communautés imaginées sont susceptibles de changer le monde, comme le montre l'histoire du nationalisme et de l'impérialisme. Mais les États-nations peuvent durcir cette vision de la communauté imaginée en appelant à un territoire, à une histoire et à une langue partagée, en renforçant son image par une architecture monumentale et, en dernier recours, en l'imposant par la force avec le soutien de la police et de l'armée. Les communautés scientifiques imaginées ne disposent pas des ressources de la gouvernance moderne. Leurs mécanismes de gouvernance sont très faibles, voire inexistants, si on les compare aux normes des professions traditionnelles du droit et de la médecine ou à celles des États-nations. Les institutions qui contrôlent les initiatives et lèvent les sanctions, universités, revues, bailleurs de fonds et sociétés savantes, sont décentralisées et pas du tout coordonnées. Leurs décisions entrent souvent en contradiction les unes avec les autres. Pourtant, comme l'ont montré les événements récents, face à 2 crises mondiales, le désastre du changement climatique et une pandémie mortifère, la communauté scientifique s'est montrée capable de consensus et d'une action concertée que même l'État-nation le plus solide pourrait lui envier. Elle s'est révélée beaucoup moins divisée que des organisations internationales comme l'ONU ou le G8, à considérer qu'il puisse y avoir une gouvernance internationale efficace. La communauté scientifique en le serait la preuve numéro 1. Comment est-elle née et pourquoi fonctionne-t-elle malgré toutes les forces contraires qui ont toujours menacé de la dissoudre, des secrets industriels et militaires aux rivalités entre les États, en passant par les ambitions et les intérêts individuels? Qu'est-ce que c'est vraiment la communauté scientifique et comment, contre toute probabilité, en est-on arrivé à l'imaginer comme une communauté? Mes réponses à ces questions nous reconduiront au moment où les scientifiques eux-mêmes ont commencé à imaginer une communauté scientifique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est leur première expérience de collaboration internationale à l'échelle mondiale couronnée de succès qui ont fait naître l'idée même de communauté scientifique. Ces collaborations ont à leur tour jeté des bases d'organismes disciplinaires qui ont dominé la gouvernance scientifique après 1945. Les scientifiques n'ont pas attendu que les sociologues commencent à théoriser la communauté scientifique pour l'imaginer et l'inventer. Voici les origines historiques de la communauté scientifique, un idéal en même temps qu'une réalité imparfaite. Vers 1800, la traversée de l'Atlantique entre New York et Liverpool prenait 30 et peut-être 60 jours, selon la saison et les conditions météorologiques. Vers 1850, une traversée en bateau à vapeur
par la même route prenait de 11 à 14 jours. En 1875, on mettait seulement 8 jours et en 1905. Plus que tout autre, peut-être, cette statistique illustre les conditions préalables à l'internationalisme scientifique au XIXe siècle. Et pas seulement l'internationalisme scientifique, mais tous les types d'internationalisme, depuis les premiers congrès internationalistes comme la Convention mondiale contre l'esclavage qui s'est tenue à Londres en 1840, jusqu'aux expositions universelles qui ont attiré des milliers de visiteurs étrangers dans les villes qui se faisaient concurrence pour devenir des capitales mondiales du commerce, de la technologie, de la culture et du tourisme. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la science est devenue un projet mondial, comme les campagnes en faveur d'un syndicat international, de fuseaux horaires normalisés et d'une bibliographie universelle. C'était aussi à ce moment que les scientifiques ont commencé à imaginer la planète comme un système unifié de forces, des grands courants océaniques qui tourbillonnent autour des continents, aux variations du champ magnétique terrestre, en passant par la biogéographie de la répartition mondiale des volcans et des zones sismiques. Contrairement aux cartes des savants au XVIIIe siècle, qui utilisaient la carte du monde comme simple toile de fond pour des stations d'observation dispersées, les cartes scientifiques du XIXe siècle montrent la Terre comme un ensemble interconnecté de forces invisibles. On appelle parfois cette science humboldtienne, en l'honneur du naturaliste Alexander von Humboldt, qui a rendu ces cartes célèbres en publiant les données et résultats issus de ses nombreux voyages dans les Amériques, en Asie centrale et en Russie. Pourtant, les travaux d'Humboldt établissant les connexions mondiales dans la nature n'ont pas suffi à créer des liens internationaux pérennes entre les scientifiques. Jusqu'à sa mort, en 1859, Humboldt a continué à gérer son vaste réseau de correspondance scientifique à la manière d'un membre de la République des lettres au XVIIIe siècle, comme Charles Bonnet, le naturaliste genevois. Dès le XVIIe siècle, des académies avaient été fondées dans les grandes métropoles, comme la Royal Society of London, fondée en 1660, l'Académie royale des sciences de Paris, fondée en 1666, ou l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, fondée en 1724. À partir du début du XIXe siècle, ce sont d'autres sociétés scientifiques nationales plus ouvertes qui ont vu le jour, comme la Versammlung Deutsche Naturforscher und Ärzte, créée en 1822, ou encore la British Association for the Advancement of Science, créée en 1831. Celle-ci organisait des réunions régulières pour rassembler tous ceux qui s'intéressaient à la science, qu'il s'agisse de spécialistes ou, comme on voit ici, d'un public plus large. Pourtant, bien que ces académies et sociétés partagent leurs résultats dans des actes et accueillent des visiteurs étrangers, les collaborations étaient très rares et très espacées. Un exemple, c'était les passages de Venise qui se produisent 2 fois chaque siècle. On voit ici le campement d'expédition d'observation allemande de 1874. Vers 1850, les chercheurs se lisent les uns les autres, correspondent entre eux et se rendent même parfois visite.
La plupart lisent au moins une autre langue que la leur. Même les collaborations étaient rares, même au cadre national, et les collaborations internationales presque inconnues. Vers 1850, la science est mondiale dans sa portée et cosmopolite dans ses réseaux, mais sa gouvernance est au mieux nationale et encore, celle-ci reste très fragile. Autour de 1900, les sciences, et certaines sciences humaines comme la philologie, sont devenues presque aussi globales que les phénomènes qu'elles étudient. Des délégations de plus d'une douzaine de pays se sont réunies à Paris en 1872 pour élaborer les caractéristiques techniques de nouveaux étalons pour le mètre et le kilogramme. Des chimistes se sont réunis à Genève en 1892 pour convenir d'une nomenclature standard pour les nouvelles substances chimiques. Les botanistes se sont réunis en congrès à Vienne en 1905 pour élaborer les règles de la nomenclature botanique. Tous ces rassemblements ont été marqués par la controverse. Il y avait beaucoup d'enjeux. La réputation des chercheurs, les intérêts commerciaux liés à la fabrication des nouvelles substances chimiques et des instruments scientifiques, les intérêts institutionnels liés à la gestion des collections de spécimens et les programmes de recherche pour les années, voire les générations futures, et le prestige culturel national sur la scène mondiale. Les délégations se sont heurtées à maintes reprises sur ces questions, comme le montrent les procès-verbaux de ces réunions. Mais au bout du compte, on a adopté des résolutions qui, c'est le plus important, ont été suivies pendant des décennies, malgré les perturbations causées par la guerre, la révolution, la décolonisation et la refonte totale de l'ordre géopolitique tout au long du XXe siècle. Il est donc déjà étonnant que ces collaborations aient vu le jour, mais plus encore qu'elles aient perduré. Premièrement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la science était tout autant qu'aujourd'hui marquée par la compétition sauvage. Même si les académies scientifiques n'avaient plus besoin d'interdire formellement les attaques ad hominem et autres insultes lors de leur réunion, comme l'avait fait l'Académie royale des sciences de Paris dans son règlement de 1699, la concurrence féroce et les polémiques dans les journaux restaient la règle dans les milieux scientifiques du XIXe siècle. L'une des raisons pour lesquelles on a réuni de plus en plus régulièrement les congrès internationaux des botanistes, des chimistes, des géologistes, des météorologues et d'autres disciplines dans la deuxième moitié du XIXe siècle était précisément de régler les conflits par la sociabilité, à la faveur notamment de tonneaux de bière suivis après les heures de travail et de chansons à boire, comme le faisait un Naturforscher et Ärzte, composés spécialement pour l'occasion. Deuxièmement, la période qui s'entend de 1840 date du premier congrès international organisé à Londres par les partisans de l'abolition de l'esclavage au commencement de la Première Guerre mondiale et celle d'une rivalité intense entre les nations militaires, impériales, économiques et culturelles. Comme tant d'autres projets mondiaux de la période, les collaborations scientifiques toujours fragiles et sous-financées, sont menacées par les conflits entre les nations,
qui peuvent aller d'une déclaration de guerre du type de celle qui a entièrement bouleversé les relations franco-prussiennes après 1870, aux susceptibilités des astronomes britanniques défendant la supériorité des télescopes réflecteurs newtoniens sur les réfracteurs français. Les phénomènes scientifiques ont toujours été mondiaux, mais la science mondiale n'a émergé que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comment est-ce que ça est arrivé en dépit de tous les obstacles? Vers 1900, lorsque les partisans d'un pays mondial, d'un gouvernement mondial et même de statistiques mondiales cherchaient à prouver que le projet était réalisable, ce ne sont ni un traité diplomatique international, ni une collaboration scientifique internationale, encore moins un réseau commercial international qui l'ont servi de modèle. Non, le seul modèle de gouvernance internationale réussi, le seul projet utopique qui ait réellement fonctionné, c'est l'Union postale universelle. Même en pleine guerre mondiale, l'espoir des idéalistes de voir un gouvernement mondial émerger du carnage des tranchées a été fondé sur l'exemple de l'Union postale universelle. Voici, sur cette image, le Britannique Leonard Woolf, le mari de Virginia Woolf, membre de la Société Fabienne, faisant l'éloge de l'Union postale comme signe avant-courrier de la paix mondiale et de la fin du nationalisme guerrier, à un moment, 1916, où une grande partie du monde était en guerre. Avant la création de l'Union postale, les échanges postaux internationaux, citons et qu'il ait existé, étaient réglementés par un émêlement de traités bilatéraux. Selon l'itinéraire emprunté, par exemple, de Munich à New York, une lettre pouvait coûter entre 4 couronnes par Brême et 10 couronnes par Cologne et l'Angleterre. En 1874, les délégations de 21 pays ont signé le traité de Berne instaurant un tarif d'affranchissement uniforme de 25 centimes pour toute lettre de moins de 15 grammes expédiée sur tout le territoire des nations signataires. Pour les contemporains, l'ordre semblait sortir soudain du chaos. 75 ans plus tard, en 1949, l'Union postale universelle à Berne réglementait toujours efficacement les échanges postaux mondiaux après une terrible guerre mondiale qui avait réduit aux miettes presque tous les autres traités internationaux. Outre sa longévité et son efficacité, 3 aspects de l'Union postale universelle ont servi de modèle aux collaborations scientifiques internationales. Premièrement, l'initiative est venue des hauts fonctionnaires de la Poste, non de leur gouvernement. Deuxièmement, les délégués étaient tous les directeurs de poste, pas des diplomates professionnels. Ils étaient tous confrontés à des problèmes équivalents dans leur pays et l'expérience de plusieurs semaines de discussions collégiales dans l'atmosphère enivrante de Paris et même dans l'atmosphère moins enivrante de Berne a créé des liens personnels durables qui ont aplani toutes les difficultés, même les plus ardues. Et troisièmement, ils ont créé un bureau international pour travailler efficacement.
Ce ne sont pas les grands congrès de Paris, de Washington ou de Rome qui ont permis l'union postale de fonctionner comme une horloge suisse bien huilée dans une obscurité placide, mais bien le personnel permanent et multilingue du bureau de Berne. Le modèle d'internationalisme qu'a proposé l'Union postale universelle a consisté à modérer la souveraineté nationale par la collégialité des spécialistes et à faire passer les compromis élaborés en coulisses avant les priorités nationales. Ce fut un internationalisme sans nation, sauf quand il s'agissait de régler la facture. La carte du ciel, l'une des premières et des plus anciennes collaborations scientifiques internationales, a su mettre ce modèle en œuvre. Nous sommes en avril 1887 et l'Observatoire de Paris entend des invités de marque, l'élite mondiale de l'astronomie qui se prépare à être honorée dans les formes. Elle ne sera pas déçue. Ce sont chaque soir des banquets à 9 services et des concerts qui suivent les longues journées de délibération sur les mérites comparés des télescopes réflecteurs, les Britanniques, ou réfracteurs, les Français, pour l'astrophotographie, sur la répartition du travail de photographie du ciel entier entre les 18 observatoires participants et sur l'élaboration d'un catalogue d'étoiles ainsi que d'une carte du ciel. Les 58 astronomes qui se sont réunis à Paris, originaires de 16 pays et de 3 colonies, ont mis en point ce que un contemporain a nommé la plus grande entreprise jamais réalisée en astronomie, à savoir une carte photographie complète du ciel, comprenant toutes les étoiles jusqu'à la 14e magnitude. Celle-ci a été rendue possible par les nouvelles techniques astrophotographiques mises en point par Edward Pickering à Harvard et par les frères Paul et Prosper Henry à l'Observatoire de Paris. Ce sont les efforts combinés de près d'une vingtaine d'observatoires dans les hémisphères nord et sud qui ont rendu possible la réalisation de ce que ces promoteurs ont qualifié de monument impérissable, un enregistrement photographique de l'état authentique de l'univers visible de la Terre à la fin du XIXe siècle. Cette carte exceptionnelle était destinée à être transmise aux astronomes du futur, au moins jusqu'en l'an 3000. On espérait qu'armés de cette instantanée du ciel vers 1900, les futurs astronomes seraient capables de détecter dans le ciel les changements dont la durée était trop longue pour être perçue dans le temps d'une vie humaine. L'apparition de nouvelles étoiles, nébuleuses et comètes, le mouvement révélant des planètes non encore découvertes, les périodes prolongées des étoiles variables, les mouvements variables des étoiles dites fixes. Comme le montrent clairement les délibérations du Congrès international de 1887 et les réunions du comité permanent qui l'ont suivi, la coordination complexe des télescopes, des plaques photographiques, des mesures micrométriques et d'une foule d'autres détails qui garantissaient que la partie de la carte soit commensurable exigeait que les participants renoncent au contrôle non seulement des instruments et des méthodes, mais aussi du choix de la zone de recherche pour les décennies à venir.
La collectivité scientifique réclamait des sacrifices énormes, le coût en temps et en argent des nouveaux instruments et de la formation. Le choix, la précision minutieuse contre l'efficacité à tout prix, la monopolisation de ressources et de personnel pour de longues périodes de travail répétitif, la résistance à la tentation de négliger les anciens engagements de collaboration dans la poursuite d'une nouvelle découverte passionnante. Les sacrifices exigés des participants ont été particulièrement lourds pour les petits observatoires de l'hémisphère sud. Par exemple, les observatoires australiens de Sydney, Perth, Melbourne et Adelaide ont mis 80 ans pour terminer les 3 zones du ciel qui leur avaient été attribuées. C'était à peu près 18% de la totalité du ciel. Pour le gouvernement français, l'accueil sanctuaire des congrès scientifiques et l'aide généreuse aux projets scientifiques sous direction française s'inscrivaient dans une stratégie concertée après 1871, suite à la diminution de leur pouvoir militaire face aux Allemands et de leur pouvoir commercial et impérial face aux Britanniques, de faire de Paris la capitale culturelle du monde. Après 1887, les réunions des congrès de la carte du ciel ont été programmées à dessein pour coïncider avec des expositions universelles à Paris, comme celle de 1900, afin que les délégués étrangers et leurs familles puissent admirer la ville lumière dans toute sa splendeur. Si le contexte de la fin du XIXe siècle a favorisé la création de collaborations scientifiques internationales comme la carte du ciel, celui du XXe siècle les a presque détruites. Les lignes des bateaux à vapeur et les réseaux télégraphiques ont accéléré les contacts internationaux et les colonies des puissances européennes ont fourni partout des ancrages pour l'observation, sans quoi de telles collaborations auraient été inconcevables. À l'inverse, les 2 guerres mondiales et la décolonisation ont presque mis fin à l'internationalisme scientifique. La carte du ciel a connu une longue période de jachère au cours de laquelle les grands observatoires comme celui de Paris se sont désintéressés de la question, tandis que les petits observatoires de province et des colonies se sont maintenus. Elle est finalement devenue une commission de l'Union internationale d'astrophysique. Après son arrêt brutal en 1970, les travaux sur l'interminable carte du ciel se sont interrompus. Et dans les observatoires du monde entier, les quelques 2 millions de plaques photographiées en verre comme celui-ci ont pris la poussière dans les armoires de bureau. Mais vers 1990, ces archives dormantes ont été tirées de leur sommeil. La comparaison des positions du répertoire de la carte du ciel avec celle du nouveau répertoire Tycho, réalisé à partir des données du satellite Hipparcos de l'Agence spatiale européenne, a montré que, comme l'avaient espéré ses promoteurs, la carte du ciel pouvait effectivement calculer les mouvements singuliers de près d'1 million d'étoiles. Mais aux jours les plus sombres de ce très sombre siècle, entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe siècle, un tel succès était difficile à imaginer. Il y a certainement eu des défections en cours de route et le travail
sur les projets scientifiques a souvent été ralenti pendant la guerre, pendant les révolutions, les crises économiques ou tout simplement par manque de personnel. Mais enfin, ces projets se sont poursuivis. Pourquoi et comment? Dans le langage de la théorie des jeux, on peut se demander pourquoi les personnes et les institutions chargées de compléter la carte du ciel ont décidé de coopérer plutôt de cesser de coopérer. La question est d'autant plus pertinente que certains ont fait défection sans subir de sanctions substantielles. La raison pour laquelle les observatoires australiens ont fini par cartographier une si grande partie du ciel austral et que presque tous les autres observatoires de l'hémisphère sud, dont la plupart se trouvaient dans d'anciennes colonies européennes, ont abandonné le projet au cours du XXe siècle. En raison de surcroît de travail, ce que cela impliquait, les observatoires australiens ont manqué le développement le plus important de l'astrophysique du début du XXe siècle, à savoir la spectroscopie stellaire. Je répète donc la question que poserait un théoricien des jeux. Pourquoi coopérer plutôt que renoncer? Les participants à ces projets étaient bien conscients de ces tentations de renoncer. C'est d'ailleurs précisément parce qu'ils comprenaient bien les risques de défection qu'ils ont commencé à produire une vision de la communauté scientifique comme d'un collectif pouvant prendre à la loyauté de ses membres, tout comme une nation peut exiger l'allégeance des citoyens ou, analogie plus pertinente encore, une religion demander la dévotion de ses fidèles. Le physicien et philosophe américain Charles Sanders Peirce a été l'un des premiers et l'un des plus influents partisans d'une communauté scientifique qui transcende toutes les frontières et tous les autres liens humains. Il en avait également une expérience de première main, ayant participé à des collaborations scientifiques internationales en septembre 1875. Peirce participait à une conférence internationale à Paris sur la mesure de la forme de la Terre. Cette expérience pratique de Peirce a ensuite profondément marqué sa philosophie des sciences et sa logique. Étant donné que tout résultat empirique est une question de probabilité, pas de certitude, il affirme que la certitude dépend de la confirmation de ces résultats par la communauté des chercheurs la plus grande possible, couvrant le monde entier et s'étendant sur plusieurs générations. Ainsi, la communauté idéale, selon Peirce, s'étendait potentiellement au-delà de la planète Terre et de notre ère géologique, sans limite. Et il n'était pas le seul. Cette vision d'une communauté scientifique intergalactique devait sembler assez délirante après les destructions de la Première Guerre mondiale qui ont eu pour conséquence le boycott scientifique de puissants alors centrales comme l'Allemagne, l'Autriche et l'Hongrie. Presque tous les scientifiques se sont rangés avec plus ou moins d'enthousiasme derrière la cause de leurs nations respectives, une position tout à fait cohérente avec la conception fin de siècle de l'internationalisme scientifique comme une scène de compétition nationale et de reconnaissance mutuelle au sein d'un règlement partagé, de la même manière que les Jeux olympiques ressuscités des années 1890 offraient une arène de compétition nationaliste sous une bannière internationaliste. Après la brutalité de la Première Guerre mondiale et une paix de Versailles au goût amer,
La vision d'une communauté scientifique internationale, voire interplanétaire, telle que l'avait imaginé Peirce, a presque disparu. Mais au milieu des années 1920, cette vision a été timidement ravivée peu à peu. Les premiers pas vers le rétablissement des relations entre des scientifiques qui, quelques années auparavant, refusaient d'avoir quoi que ce soit à faire ensemble, ressemblent fortement aux réunions collégiales informelles qui avaient ouvert la voie à l'Union postale universelle et plus tard aux premières collaborations scientifiques internationales. Ces gestes d'hospitalité peuvent sembler triviaux, mais c'est précisément grâce à ces rituels collégiaux de sociabilité que les premières réunions des sociétés scientifiques du début du XIXe siècle ont apaisé les ardentes polémiques menaçant de diviser les disciplines et que, grâce au compromis passé entre astronomes rivaux, les premières collaborations internationales, comme la carte du ciel, ont vu le jour. Si ces collaborations fragiles ont été soudées malgré les rivalités professionnelles et les hostilités nationales, cela a tenu au premier chef à tout ce que ces premières réunions ont laissé dans les archives, les menus des dîners, les programmes des soirées musicales, les toasts échangés entre les hôtes et les invités, les mots de remerciement pour les invitations à des dîners privés, ainsi que les potins et les ragots. Les inévitables photos de groupe des deux congrès méritent d'être regardées attentivement. Nos yeux sont devenus aveugles au symbolisme de ces photos de conférences. Nous les avons trop vues. Nous avons même posé sur quelques-unes d'entre elles. Toutes ennuyeuses et semblables, avec le rangée rigide de ces messieurs barbus en chapeau melon et en haute forme. Mais ces deux images datent d'une époque où l'idée de réunion scientifique internationale était nouvelle et n'avait pas encore fait ses preuves. En réalité, l'idée même de communauté scientifique internationale était en train de naître. Cette communauté avait besoin de rencontres en face à face pour se constituer, de préférence autour d'un dîner convivial à 9 services. Le langage par lequel ces personnes figurant sur ces photos décrivaient cette communauté était un mélange curieux de strict appel au devoir, d'invocation fervente, par déplacement du sentiment religieux sur la science, d'honneur masculin et de camaraderie un peu arrosée. Que le registre soit celui de la dévotion ou celui de la gaieté, le thème du sacrifice revient sans cesse. Sacrifice de la fierté nationale pour la langue et la tradition de recherche, sacrifice de son télescope préféré, sacrifice des entrées scientifiques individuelles à court terme au profit de ceux de la collectivité à long terme. Telle est la réalité vécue qui se cachait derrière l'élégance grandiose de Peirce lorsqu'il imaginait une communauté scientifique intergalactique qui perdurait pendant plusieurs ères géologiques. Ces photos ne commémorent pas seulement les participants présents à Paris en 1887 ou à Genève en 1892. Elles commémorent le désir ardent de donner naissance à la communauté scientifique, réunion après réunion, dîner après dîner. Mais maintenant, un dernier mot pour conclure sur la nature historique de la communauté scientifique. Ce n'est pas la première forme prise par un collectif savant et il est probable que ce soit
il est peu probable que ce soit la dernière. Elle est née dans des conditions très particulières qui ont aussi permis son maintien, l'amélioration des réseaux de transport et de communication, le prestige croissant de la science comme investissement symbolique dans la concurrence qui se faisait les États-nations et, condition peut-être plus déterminante encore, celle de disciplines scientifiques gouvernées par des élites suffisamment petites pour se réunir autour de la grande table d'un banquet. Il est peu probable que la communauté scientifique survive à la croissance exponentielle du nombre des chercheurs, à la prolifération des revues en ligne, dont beaucoup sont douteux, et surtout à l'augmentation des aides publiques et aux inévitables exigences de contrôle et de rapport en découlent. Dans les démocraties contemporaines obsédées par l'obligation de rendre les décisions transparentes, le jugement des élites scientifiques a été remplacé par des évaluations quantitatives telles que le nombre de citations, l'impact des revues et le Hirsch Factor. La communauté scientifique n'a jamais été un royaume apaisé, mais elle était soudée par une soif de reconnaissance que seuls d'autres experts pouvaient lui conférer, et à partir de la fin du XIXe siècle, par les relations directes entre ses membres. Ce modèle mettait l'accent sur l'autonomie disciplinaire et sur la solidarité. Comme nous l'avons vu, l'autonomie et la solidarité de la communauté scientifique ont toujours été fragiles et pourtant elles ont été étonnamment durables, du moins au niveau des disciplines. Selon tous les indicateurs, nombre de chercheurs, nombre de publications, montant des financements, la science du XXIe siècle est plus florissante qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité, et ce, à l'échelle mondiale. Pourtant, à l'ère de Zoom et du Hirsch Factor, il reste à voir si la communauté scientifique de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle peut survivre à son propre succès. Merci.